Je voulais te demander donc de te présenter, tes fonctions, voilà. D'accord. Francis Maubiot, je suis chargé de cours en anthropologie visuelle à l'Université de Lausanne, au sein de l'Institut Religion, Culture et Modernité. Et j'appartiens également à un laboratoire d'anthropologie sociale de l'Université de Lausanne. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des deux laboratoires pour lesquels tu bosses? Alors, il y a d'une part un institut et d'autre côté un laboratoire. L'Institut, c'est une entité au sein de la faculté de théologie et sciences des religions de l'Université de Lausanne. Un institut qui regroupe des chercheurs de tout horizon, on pourrait dire. Et puis l'autre côté, un laboratoire qui regroupe là aussi des chercheurs venant de toutes parts, mais qui travaillent essentiellement dans les sciences sociales, notamment des anthropologues. Ce laboratoire, je pense qu'il a été fondé par Monder Kilani notamment. Côté enseignant, lorsque tu mets en place tes travaux dirigés, est-ce que tu peux nous expliquer le dispositif avec tes étudiants, puisque tu es quand même spécialiste en audiovisuel et en anthropologie? Alors, j'ai une démarche un peu particulière. J'ai eu la chance depuis 3 ans de développer quelque chose qui n'existait pas à Lausanne, c'est-à-dire l'anthropologie visuelle de manière instituée. Et bien sûr, il y avait des personnes qui pratiquaient la caméra, qui allaient sur le terrain, qui faisaient des images. Mais essayer de créer un enseignement de toutes pièces, ça c'était un peu une nouveauté. J'ai eu la chance de pouvoir le développer à l'Université de Lausanne. Et en fait, j'ai peut-être une manière un peu particulière de le faire, c'est-à-dire que les étudiants progressent, disons, par petites touches, à tâtons et en faisant des erreurs. L'idée, c'est pas forcément de faire un film, l'idée, c'est de prendre la caméra et faire une rencontre. Et cette rencontre, enfin, la caméra comme dispositif de rencontre, cette caméra, bien, elle est là, elle va faire émerger un type de rencontre particulière, peut-être des choses qui n'existeraient pas sans cet outil. En fait. C'est plutôt un outil au dispositif de la rencontre ethnographique. Alors, est-ce que tu dirais que c'est un outil du sensible? Oui, c'est un outil du sensible dans la mesure où c'est une des dimensions de l'anthropologie qui m'intéresse particulièrement. Ce sensible, c'est quelque chose qui a été évacué, on pourrait dire, pas évacué, ou en tout cas pas forcément pris en compte dans les recherches ethnographiques, et qui petit à petit, je trouve, prend de plus en plus de place dans les courants actuels de l'anthropologie. Alors, quelles sont les réactions dans les interactions entre les personnes, entre guillemets, qu'on va étudier, et puis la personne qui tient la caméra? Comment... Alors justement, c'est un peu compliqué, ça ne se passe jamais de la même manière, on a toujours affaire, il n'y a pas une science finalement de la rencontre, forcément on a affaire à des êtres récalcitrants, tant du côté du chercheur que de la caméra parfois, ou aussi du filmé, et donc à chaque fois il se passe quelque chose de nouveau, d'imprévu, d'imprévisible souvent. Alors on essaye de canaliser, de gérer, mais ce qui est intéressant c'est justement ce qui va se passer. Parce qu'il va se passer quelque chose de nouveau. Et les étudiants, à chaque fois, sont surpris, déroutés, et c'est ce qui est le plus riche, en fait. Et là, à partir de là, on va pouvoir peut-être établir, disons, des données, faire émerger des matériaux pour permettre un nouveau type de réflexion, et puis surtout de le faire en coproduction avec les personnes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un film, mais pas forcément sur les personnes, mais plutôt avec les personnes. Et ça, c'est plus difficile. Disons que c'est pas difficile de faire de faire des films sur des personnes. Ce qui est difficile, c'est de prendre du temps en fait, de prendre du temps, de revenir, de repartir, de revenir, d'élaborer ensemble un scénario, de se rencontrer quoi en fait. Il faut tisser un lien avec cet objet-là. Alors concernant justement le Festival des Bobines du Sacré, tu travailles sur aussi l'intime puisque tu questionnes le religieux ou les religions. Et pour le coup, la caméra, elle arrive comme une troisième personne. Donc comment les groupes d'étudiants travaillent le religieux et le cinéma? Alors c'est une question, disons, difficile. C'est une question sur laquelle les étudiants ne se penchent pas nécessairement, en fait, là où j'enseigne. Ils peuvent rencontrer effectivement le religieux, ils peuvent rencontrer des aspects, des parties, des fragments, des pratiques, mais ce n'est pas, disons, une spécificité ou un objectif fondamental de la section ou disons de l'enseignement, en tout cas.
Quand il rencontre le religieux, ben, c'est la même chose que pour le reste, c'est-à-dire que c'est une production historique et culturelle. Il y a des usagers, il y a des acteurs, et il n'y a pas une spécificité, je trouve, en tant qu'anthropologue en tout cas, qui relèverait du religieux dans le fait d'utiliser une caméra dans ce champ spécifique, qui serait spécifique. C'est simplement une production parmi d'autres des êtres humains, en fait. Ouais. Voilà. Alors, concernant tes travaux à toi, est-ce que tu pourrais nous citer deux exemples de travaux de terrain que tu aurais pu faire où le religieux et l'audiovisuel auraient été en parallèle? Alors, vous faites bien de parler d'audiovisuel parce que c'est une anthropologie plutôt audiovisuelle, pour reprendre la terminologie de Marc Piot, dans le sens où il y a aussi toute la dimension sonore qui est fondamentale pour saisir ce qui se passe. Mais il y aurait d'autres dimensions, qui seraient celles du goût, qui seraient celles du toucher, qui seraient celles, enfin, tous les sens en quelque sorte. Alors, j'ai travaillé donc sur des terrains comme le culte de la Santa Muerte au Mexique, notamment un ensemble de travaux photographiques et filmiques sur ce culte, disons un peu particulier, que l'on retrouve notamment un culte urbain dans la banlieue de Mexico, ou même au centre-ville de Mexico. Alors c'était un terrain plutôt difficile, plutôt complexe, mais qui m'a permis de rencontrer justement des personnes formidables. C'est disons un moment... comment dire, le culte de la Santa Muerte, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est quelque chose qui pourrait faire un peu peur, c'est quelque chose, c'est des pratiques qui sont souvent associées au trafic, au narcotrafic ou à disons, à des milieux difficiles. Et effectivement, essayer de rentrer, de pénétrer et de mettre en image disons, ces pratiques m'ont demandé finalement un type de réflexion que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Précisément, si tu peux en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je ne connais pas, le culte de la Santa Muerte, c'est quoi exactement? Le culte de la Santa Muerte, c'est né dans les années, c'est né à plusieurs reprises, mais surtout dans les années 60 à Mexico, et c'est donc un culte qui met en scène notamment une sorte de vierge avec une tête de mort qui est habillée souvent comme une princesse et dont les vêtements varient au cours du temps et des fonctions qu'on lui attribue, et qui est censée finalement aider à mieux vivre et à réparer les difficultés, les aléas de la vie, notamment qui touchent les personnes les plus pauvres et les plus démunies de Mexico. Mais c'est un culte qui se développe de plus en plus et qui fascine finalement beaucoup les touristes ou également les chercheurs, il faut bien le dire, parce que c'est une pratique un peu souterraine, c'est une pratique à la fois aussi accolée au narcotrafic, c'est une pratique qui se rapproche de loin mais qui n'a pas forcément à voir avec le culte des morts, et qui surtout est un dispositif qui serait là pour faire face à des situations extrêmement graves qui existent à Mexico, qu'elles soient d'ordre divers, qu'elles soient sociales, économiques, mais aussi climatiques, ou même simplement quand Mexico doit avoir affaire à des tremblements de terre comme il y a eu dans le passé, ou à une crise économique, eh bien c'est un lieu où finalement il est possible de se réparer finalement de ces aléas, ces accidents de la vie. Les bobines du sacré, cinéma et religion, ou religion et cinéma, qu'est-ce que toi tu auras envie de dire là-dessus? Si tu as envie de dire quelque chose. Hein. Alors, je trouve que c'est une bonne initiative déjà d'avoir pensé de mettre en parallèle un petit peu disons, les différents chercheurs tournant autour de cette question du religieux et du cinéma. On a pu avoir un panel assez vaste et varié des possibilités disons, d'aborder la question. Il y a des points de vue qui ne sont pas forcément les miens, auxquels je me suis confronté, d'autres qui sont presque les miens et qui évoluent au cours de la discussion ou de la conversation. Et j'apprends aussi beaucoup, parce que tout à l'heure j'ai vu une communication qui se rapproche un peu de la mienne jusqu'à un certain point, et qui parle finalement de cette
cette matrice qu'on pourrait dire culturelle, historique et culturelle du déluge, par exemple, ou qui sont dans les films catastrophes, ou des motifs bibliques qui sont dans les films catastrophes et repris aussi dans tout le cinéma hollywoodien, et voir comment finalement il évolue au cours du temps. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à mettre en perspective avec mes propres recherches, par exemple. Notamment les recherches sur lesquelles j'ai été embarqué une fois, sur les JMJ, où on a vécu un moment qui serait à rapprocher des films catastrophes, disons en termes d'imaginaire en tout cas. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliciter ça? Alors tu pars au JMJ, tu as une caméra? Oui, je pars au JMJ, j'ai une caméra, je suis embarqué en fait, comme on embarque parfois certains journalistes sur le théâtre des opérations militaires, parce que c'est une de mes spécificités, c'est que des chercheurs m'embarquent avec eux pour documenter en fait souvent leur travail, et je me retrouve dans des terrains différents, et donc je suis obligé d'inventer des dispositifs différents en fonction de ces terrains, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Et donc là je me suis retrouvé embarqué au JMJ, et sur le théâtre, sur la scène, disons, des JMJ, la dernière séquence du rassemblement des JMJ à Madrid en 2011, eh bien, est survenu un orage sur le tarmac des 4 vents, de l'aéroport militaire des 4 vents, où étaient réunis 1,5 million de personnes, ou 1 million de personnes, 190 nationalités. Et là, l'orage arrive, et d'un seul coup, on se retrouve plongé, enfin moi en tout cas, c'est ma perception, je me retrouve plongé dans un moment un peu particulier, hors du temps, où l'écran qui est là, les géants, la sonorité, la musique, l'orage qui arrive, fait qu'à un moment donné, je confonds, on pourrait dire, je suis pris dans un état un peu particulier qui fait que je confonds la réalité et finalement la fiction. C'est comme si finalement j'avais eu l'occasion à un moment donné de vivre, de passer de l'autre côté de l'écran et de vivre finalement le temps du mythe, en exagérant peut-être un petit peu. Mais c'est un peu cette idée-là, quoi, en fait. Voilà. Merci.